Je suis Isabelle, j'ai la chance d'accompagner Henri Luc depuis bientôt 2 ans dans une extraordinaire aventure, celle de l'ORE, Obligation réelle environnementale, qui a donc été signée pour le château et pour le parc. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table. Alors Henri Luc, il est facile à reconnaître, c'est la chemise blanche à ma droite. Bonjour. Et du coup, je vais vous proposer juste de faire un petit tour de table pour vous présenter. Bonjour madame. Je suis Catherine Poujol et je suis agricultrice et propriétaire d'une exploitation que je veux mettre en ORE. Merci. Bonjour, moi je suis Jérôme, propriétaire d'un petit bout de terre de moins de 3000 m² et on souhaite aussi, avec ma compagne, mettre en ORE. Moi je suis Audrey, je suis la compagne de Jérôme et on a le même projet ensemble, tout simplement. Bernard Poujol, le mari de Catherine, et on va mettre notre propriété en ORE aussi. On vous expliquera pourquoi et comment. Et moi, bonjour, je suis Cyril Sabran. Donc, moi, je suis propriétaire d'un marais sur Beaucaire qui est en ORE. On a signé il y a quelques mois. Ok, donc vous voyez bien que le point commun ici, c'est l'ORE. Et si j'ai bien compris, Cyril et Henri Luc, vous êtes ceux qui avaient déjà signé l'ORE. Alors que là, nous avons des projets d'ORE. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'avoir une petite discussion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné, donne envie de passer à l'action. À quel moment on a ce passage à l'acte de s'engager dans une obligation réelle environnementale. Alors, peut-être qu'on peut commencer par toi, Cyril, puisqu'elle est déjà signée, cette ORE. Et alors, pour quel terrain et pourquoi ? Alors moi, l'ORE concerne un marais, une zone humide. Il y a 2 hectares à peu près. Et pourquoi j'ai signé, ils sont au fond, hein, c'est mes enfants. C'est pour mettre sous cloche, pour protéger pour eux, hein, pour que quand je ne serai plus là, qu'ils sachent ma volonté pour ce terrain-là, qu'il n'y ait pas de dispute. Et si jamais on doit vendre, que ça reste une zone naturelle. Alors c'est une zone quand même qui accueille une population de tortues protégées et d'autres espèces protégées, donc il y a des enjeux environnementaux assez forts. l'ORE, elle est signée pour combien de temps ? J'ai pris le maximum, 99 ans. On a le choix. Une ORE, en fait, c'est libre. On la construit, on peut faire une ORE de 10 ans, 15 ans, comme on veut. Mais bon, moi, j'ai pris le plafond haut. Et si je peux, dans 50 ans, si je vis encore 50 ans, re-signer pour 99 ans, je le referai. D'accord. Henri Luc, si on devait comparer sur le site d'Espérance, cette ORE, elle concerne quelle partie du site et pour combien de temps on a engagé le ministère ? Alors le château est engagé sur l'ORE, mais la technique ne marche pas. Il est plus confortable celui-là, non ? Pour vous comme micro. Ok, on va couper l'autre. Bien ? Oui. Non, Bon. le groupe, il est pénible, il fait mal aux oreilles. Allô ? C'est pareil, bon. Donc l'ORE d'Espérance, elle est engagée sur la totalité du foncier, c'est-à-dire les 13 hectares du parc paysager dans lequel vous vous trouvez, l'ensemble des bâtiments, le château, tout ce qui est bâti, et également la réserve archéologique de 7 hectares qui se trouve à peu près à 500 mètres de ce côté là-bas, vers l'est. Voilà. Et c'est pour 50 ans. 50 ans, c'est parce que en fait, administrativement, on ne peut pas faire plus. En fait. Donc, c'est 50 ans, mais après, on renouvellera 50 ans, évidemment. Et on sera là. Voilà. Et si administrativement... Et en l'occurrence, les statuts, c'est parce que ce n'est pas un domaine privé d'un particulier, mais ça relève du domaine privé de l'État. Donc on a quelques règles sur le foncier qui font que les possibilités juridiques offertes au site n'étaient que de 50 ans, là où Cyril a pu s'engager sur 99 ans. Très bien. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu, par exemple, je ne sais pas, Audrey, vous, qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait germer dans votre tête l'envie, le désir d'aller vers une obligation réelle environnementale ?
Quand est-ce que l'idée vous est venue? Disons que l'année dernière, on est venu justement à Actes en Camargue et on est venu voir les cycles de conférences. Et lorsqu'on est venu écouter tout ça, on est tombé sur une conférence sur les ORE avec la source Perrier justement qui venait d'en créer une aussi. Et on a trouvé ça hyper intéressant parce que nous, on venait d'acquérir une terre en terre sèche, en hauteur au-dessus de Vauvert. Et on a une petite terre qui fait un peu moins de 3000 m², mais nous, on a vraiment la volonté justement de protéger ce terrain et d'en faire une zone un peu gardée pour la biodiversité. Et de créer une ORE, ça nous laissait justement ce pouvoir et cette liberté de pouvoir redonner toute sa dimension à la nature. Également, vis-à-vis de cette ORE, on souhaite que ce soit protégé parce que c'est une zone qui a été en partie brûlée lors des incendies d'il y a 6 ans. Donc il y a une partie bois, un bois sauvage, et une partie qui a été brûlée à 90%. Et on souhaite surtout que cette parcelle, toute la biodiversité, tout ce qui est de notre secteur Camargue, Garrigue, puisse reprendre vie et qu'il n'y ait pas d'impact par l'homme, vu qu'en plus de ça, ce qu'on a trouvé en faisant des fouilles archéologiques, entre guillemets, pas très profondes, on a beaucoup trouvé de déchets plastiques, verres et ainsi de suite. C'est aussi pour nettoyer toute cette parcelle qui était vraiment en friche et mise à mal, quoi. Très bien, merci. Et alors du coup, je vais proposer à nos agriculteurs ici présents, puisque si j'ai bien entendu, c'est donc une parcelle agricole. Autant là, vous disiez qu'on était quoi, à moins de 3 hectares du côté de chez vous, 3000 m², pardon. Cyril, du coup, voilà, donc 2 hectares. Et vous, monsieur, madame Poujol, je ne sais pas à qui donner la parole. Alors, madame Poujol, expliquez-nous, voilà, pouvez-vous nous décrire, s'il vous plaît, l'espace concerné par ce projet et nous dire aussi qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette démarche? Alors, nous avons acheté il y a une quinzaine d'années, en 2006, 40 hectares en bord de Rhône. Et nous y avons fait avec bonheur et inventé le canard des rizières, c'est-à-dire du riz bio désherbé par des canards. Arrivé à la retraite, on s'est demandé comment ce que nous avons revendu notre société, nous ne faisons plus de riz et nous avons quand même maintenant, au bout de 15 ans, un lieu extraordinaire où les bêtes, comme c'est interdit à la chasse, les bêtes se sont multipliées. Nous avons des lièvres à perte de vue, des perdrix, des faisans, etc. Nous avons même un renard qui tous les jours vient nous voler le plat des chats et manger les graines du chat. Et ça, pour moi, je suis une vieille militante écolo et il était hors de question que ça s'arrête. J'ai eu l'étonnement de voir que cela existait parce que je ne le savais pas et Bernard non plus, grâce à une émission d'Hugo Clément sur le front, où à la fin, il disait, si vous voulez protéger vos propriétés, même un jardin potager, et vous avez quelque chose qui s'appelle ORE. Évidemment, je suis allée voir sur Internet, je me suis dit, c'est ça qu'il te faut. Et puis, malheureusement, nous avons été obligés, il y a quelques années, de vendre 10 hectares de terre qui viennent d'être revendus à des agriculteurs qui, elles étaient en bio depuis 15 ans. Et là, au printemps, ils sont arrivés, Gramoxone, enfin, Roundup, et puis glyphosate, tout ça arraché, etc. Comme on est vraiment à la pointe du bio, je l'ai pris comme une gifle, vraiment. J'emmerde tout le monde avec mon bio depuis 15 ans. Et quand on rentre chez moi maintenant, il y a du glyphosate à gauche. Alors ça c'était pas possible, je ne l'ai pas accepté. Et de ce fait, j'en ai parlé avec mon mari. Et voilà, donc j'ai décidé qu'on allait faire ça avec Bernard. Et puis si ça plaît à personne et même pas à mes héritiers, je m'en fous. Ils seront une propriété, qu'ils la vendront s'ils veulent, mais elle sera en bio et elle le restera. Voilà. Moi, je crois que c'est un bon moyen de rester longtemps au repas de famille à Noël, où vous serez célébrés tous les ans dans la joie et la bonne humeur, sûrement. Et puis ceux que ça enquiquine, ça vous fera rire de là où vous serez. C'est ça. Donc l'ORE, c'est ça aussi, c'est s'inscrire dans le très long terme. Alors Cyril, il me semble que dans tes compétences, tu as
2, 3 cordes à ton arc assez, alors je ne sais pas s'il faut dire naturaliste ou écologue, on va dire les deux. Mais est-ce que tu serais d'accord avec moi si je disais, quand j'entends là les témoignages, les motivations, c'est que finalement, avec cette obligation réelle environnementale, on en vient à avoir le droit un peu de décréter sur son terrain un niveau de protection, un petit peu comme on est en capacité de le faire quand on est aux manettes, j'ai envie de dire, quand on a la décision politique. Et que là, finalement, c'est un peu comment des personnes privées, qu'on soit en entreprise, que l'on soit des particuliers, que l'on soit gestionnaire d'un site quand on arrive à avoir l'aval de sa direction, mais à un moment donné de se dire, bah voilà, chez moi, on va avoir un niveau de protection égal, peut-être même plus fort encore que ce qu'on peut trouver dans certains espaces protégés. Oui, en fait, chacun chez soi, on observe des choses, on a des connaissances, que ce soit naturaliste, écologue ou écologiste ou pas, mais on a des connaissances et on peut mettre en place ces connaissances-là. Et donc moi j'ai, quand tu disais une casquette écologue, c'est mon métier, hein, je travaille au centre ornithologique du Gard, donc je baigne dedans. Et en fait, quand on signe l'ORE, on le signe pas tout seul, hein, on le fait avec une structure qui va nous accompagner et qui peut nous aider aussi à voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Des fois, on peut faire mauvaise route, hein, vouloir protéger la mauvaise chose. Enfin, c'est pas vraiment la mauvaise chose, mais pas prendre le bon angle. Et la structure, moi j'ai signé avec le Centre ornithologique du Gard et le Conservatoire des espaces naturels. Eux sont à même de nous conseiller, de nous dire, ah, vous oubliez peut-être telle partie. C'est tout l'intérêt, toute la force de cet outil. Et après, on met absolument ce qu'on veut. On peut faire une protection très très forte, comme quelque chose d'assez léger, du moment que ça en rapport avec l'environnement. Et alors, Cyril, le niveau de protection, si on met une échelle de 1 à 5 bon, je vais peut-être pas dire 5, mais 4,5. 4,5. Nous, on a créé un plan de gestion en fait, en plus de l'ORE. Et l'ORE s'appuie sur un plan de gestion qui est nécessaire pour l'ORE. En fait. Donc, j'ai obligé à donner des grands objectifs pendant 99 ans où on va mener à bien ces objectifs, vérifier, en donner de nouveaux en fonction de l'évolution du site. Mais c'est pas obligatoire, c'est moi qui ai décidé ça. D'accord, donc ça c'est intéressant de voir comment chacun, dans le cadre de l'ORE, justement, de son niveau d'engagement, mais aussi finalement de la méthode qu'il va utiliser. Tu nous parles d'un plan de gestion. Et alors là, je vais me retourner un petit peu vers Henri Luc, parce que Henri Luc, lui, c'est pas un plan de gestion. Il y a eu un gros travail qui a été mené ces derniers 18 mois, on va dire, et qui ont permis d'aboutir à autre chose qu'un plan de gestion. Mais cette autre chose va permettre peut-être le plan de gestion. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a été amorcé ici ? Alors, ce qu'il faut bien noter, hein, on a vu que l'ORE était très intéressante parce que tout le monde pouvait s'en emparer. Hein, ça peut être un jardin potager, une entreprise comme les Sources Péri qui ne sont pas là, hein, donc qui ont signé une ORE sur 100 hectares. Ça peut être des agriculteurs, des anciens agriculteurs, ça peut être un particulier. Et donc c'est fait avec effectivement ce qui est intéressant, c'est qu'on s'associe donc avec les naturalistes, donc ça permet d'ouvrir ses compétences naturalistes à un territoire qu'on maîtrise pas forcément de ce niveau-là. Et donc c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a signé, alors on fait une convention ORE, on signe un document. Alors nous, alors toi tu l'as fait Cyril, nous on l'a fait aussi. Donc c'est déjà un grand parcours parce que pendant nous ça nous a pris 1 an pour voir ce qu'on devait mettre dans ce contrat. Une fois que donc on a travaillé pendant 1 an, on a décidé qu'on mettait un certain nombre de choses. On le signe pour nous devant le préfet, devant les différentes directions. Avec le CEN Occitanie. Là, on a un document. Alors, on est content, évidemment, d'avoir signé un document. On s'est engagé pour 50 ans, mais en fait, on n'a rien fait. Hein, parce qu'on a juste un document et on a notre site qui est là en attente justement d'action, hein, d'un agir. Et c'est à ce moment-là que, donc, de notre côté, on a pu... alors, après, ça dépend chacun de sa structure, en fait, hein. Notre structure à nous, donc structure de l'État, donc on a pu obtenir des crédits pour se lancer dans une réflexion sur
qu'est-ce que devait être alors effectivement un plan de gestion. On avait dit on doit faire un plan de gestion. Très vite avec Isabelle, hein, puisque moi je me suis associé avec Isabelle qui a une compétence d'animation et d'intelligence collective. Donc on a décidé de réunir de nombreux partenaires pour venir réfléchir ensemble à ce que devait être ce plan de gestion. Et dans le cours de la discussion, très vite on s'est aperçu qu'on n'était pas capable d'aller très dans le plan de gestion, parce que le plan de gestion c'est de l'action en fait, hein, c'est de l'opérationnel. Et on n'était pas prêt à aller dans l'opérationnel, donc on a décidé de se recentrer sur qu'est-ce que c'était que nos valeurs en fait, qu'est-ce qu'on voulait vraiment déterminer, réfléchir et comment on voulait le faire à Espérance. Donc ça nous a pris 1 an d'une réflexion qui nous a donné donc un document qui est consultable en ligne. Hein, si ça vous intéresse, bon, c'est un document de 110 pages quand même, qui dit un peu d'où on vient, qui on est et vers quoi on veut aller sur ce territoire-là, hein, avec notre contexte. Donc ça, ce document est ici. Et c'est maintenant notre nouvelle boussole. Donc on a un cadre de gestion, et dans ce cadre de gestion, on va commencer à réfléchir à des actions. Voilà, donc c'est un long processus, mais indispensable parce que nous, on souhaite, en fait, c'est assez ambitieux, on souhaite réfléchir à cette question du rapport nature-culture. C'est normal, puisqu'ici, c'est un site culturel. Le parc, on peut le regarder d'une manière paysagère, c'est-à-dire culturelle. C'est un lieu qu'un architecte paysager a souhaité. Mais on peut le lire aussi du point de vue de sa biodiversité avec les naturalistes. Donc ça, on ne le faisait pas. Maintenant, avec l'ORE, on va pouvoir le faire. On peut avoir des lectures croisées, nature-culture. Voilà, en gros, on est au début d'une aventure très enthousiasmante, hein, et parce qu'en fait, tous les jours, on apprend des choses et tous les jours, il y a des gens qui viennent nous aider. Et, ben, hier, par exemple, on a eu une réunion, enfin des ateliers avec des artistes, et les artistes vont venir questionner cette ORE, et ça, c'est très, très important. Et on ne sait pas trop où on va, mais on sait que ça va être très intéressant. Donc effectivement, on se rend bien compte que sur un site comme Espérance, il y a une diversité d'acteurs, il y a une diversité de facettes qu'il était nécessaire de prendre en compte pour définir ce cadre de gestion sur comment on rentre en transition, comment on change de posture, puisque finalement l'ORE, et là je vais te citer Henri Luc comme j'ai pu t'entendre, notamment à l'occasion des ateliers, c'est un réel changement de posture pour un site qui est un site du ministère de la Culture et qui aujourd'hui reconnaît dans son ADN une mission, une fonction fondamentale, existentielle, qui est ce rapport à la nature, qui a toujours été, mais qui a été révélé par la démarche. Et par quelque part, ça fait, je trouve, écho. Alors là, il y avait toute une complexité qui fait qu'il y a eu de nombreux ateliers, et je reconnais ici présents des personnes qui sont venues en atelier, des artistes, des personnes de la culture, des habitants, des associations locales. Mais effectivement, selon son ambition, selon ce qui a donné envie de rentrer dans cette démarche-là, il n'est pas forcément nécessaire de construire une démarche aussi complexe. Pourquoi pas ? C'était certainement nécessaire pour Espérance, pour assurer ce changement de paradigme, ce changement de posture. Mais quand je vois Madame Poujol qui hoche de la tête, pour vous, il y avait quelque chose d'évident, de simple, finalement, dans ce que vous allez mettre dans l'ORE. Et Monsieur Poujol, vous, par exemple, peut-être que vous pouvez nous exprimer, là, Henri Luc vient de nous dire sa démarche, mais pour vous, l'ORE, comment vous la voyez pour demain ? Vous allez vous associer, vous allez signer devant notaire, vous allez vous associer du coup à des partenaires écologues, naturalistes. Et est-ce que vous avez déjà idée de ce que vous voulez inscrire dans cette ORE qui va donc être complètement rattaché à votre foncier? Ça va rentrer dans l'ADN pour combien de temps, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Est-ce que vous voyez les choses à 99 ans ou à 50 ans? Mais voilà, dans quelle mesure vous allez changer l'ADN de vos terrains? Merci. Il est vrai que constituer une ORE, on l'a découvert il y a peu de temps. On a découvert le système il y a peu de temps. Mais on était déjà, Cathy et moi, engagés dans la préservation du biotope dont on avait la responsabilité, notre propriété. Puisqu'on a fait pendant des années le canard des rizières. Aujourd'hui, on a pris la retraite. Et c'est dans le cadre de
d'une action que nous sommes en train de mener actuellement, une lutte de préservation de la Camargue contre une molécule chimique qui s'appelle Avanza, un herbicide très dévastateur, que j'ai rencontré Hugo Clément, le lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux, et que j'ai découvert l'ORE à travers ses émissions. Que nous avons découvert l'ORE à travers ses émissions. Du coup, on s'est dit, mais c'est génial parce que ça correspond à ce que nous sommes déjà. Il faut savoir qu'on a la chance avec Cathy d'avoir des gravures de notre propriété de l'époque de la Camargue avant l'endiguement du Rhône. Des gravures qui datent de 1870. De 1870 à 1900. C'est un vieux curé qui habitait le château de la Motte, puisque nous avons acheté les terres du château de la Motte, et qui dessinait le mas. C'était bourré d'arbres. Et partout, il n'y a plus rien. Et avec Cathy, depuis 3 ans, on a commencé à reconstruire des haies. Dans une belle idée de biodiversité, des haies qui sont magnifiques déjà. Les premières plantées sont très très belles. Et on s'était donné pour objectif de reboiser la propriété telle qu'elle était au 19e siècle, puisqu'on a les gravures. C'est facile. Donc on s'est dit, l'ORE, c'est le cadre parfait pour lancer ce projet. Comme quoi, il y a de la culture aussi dans votre projet. Complètement. C'est intéressant. Complètement. C'est intéressant de voir que vous avez une approche agricole, vous êtes agriculteur, vous voulez signer l'ORE pour la biodiversité, pour arrêter les intrants chimiques. Et en même temps, là, dans ce que vous me dites, un petit peu comme pour Espérant, il y a une approche culturelle. Et alors, vous êtes peut-être tous plus ou moins de Camargue, mais quand vous nous dites les gravures qui montrent des arbres, qui montrent une Camargue boisée, je ne suis pas convaincue que culturellement, ce soit l'image la plus partagée de la Camargue dans l'imaginaire collectif. C'est vrai. Donc là, il y a peut-être une petite réhabilitation. Mais même aussi. nous habitons sur la route de Silveréal, la forêt royale. Il n'y a pas un arbre. Où elle est passée, la forêt royale? Ça veut dire qu'elle a été détruite par une forme d'agriculture récente. Les avions, au début du XXe siècle, quand la riziculture s'est développée, étaient l'outil de semis ou de traitement. Un arbre, ça fait chier, excusez-moi l'expression, mais un arbre, ça emmerde pour passer avec un avion, quoi. Donc on a abattu tous les arbres, les agriculteurs ont abattu tous les arbres. Il ne reste plus rien, que des vestiges. Donc notre travail, et comme nous avons constitué l'année dernière l'association de la Camargue à l'UNESCO, que nous sommes éco-acteurs depuis de nombreuses années, que nous participons à des opérations de promotion de la réserve de biosphère depuis plusieurs années, on s'est dit l'ORE, sous forme de témoignage de notre exploitation agricole, pourrait être un modèle à développer dans le cadre de la réserve de biosphère, comme fait le château d'Espérant. Donc nous pourrions devenir une équipe de précurseurs d'un nouveau modèle à présenter à un territoire fragile qu'est la Camargue, dans sa reconstruction. Voilà, et où là, ça vient des personnes, ça ne devient plus des gestionnaires. C'est plus des initiatives, des réglementations qui arrivent un petit peu d'en haut, mais c'est plutôt une prise en main par les habitants à travers, voilà, vous en tant qu'agriculteur, Cyril ou Julien et Audrey en tant qu'habitants propriétaires. Tout à fait. Et du reste, aujourd'hui, quand on parle d'environnement en Camargue, immédiatement, on a les propriétaires face aux écologues. Alors, les écologues sont accusés, et j'en veux pour exemple le témoignage de Sylvie Brunel, qui est une habitante de Camargue, géographe. C'est une caricature, cette personne. Elle écrit beaucoup dans les médias, ou même passe à la télévision, et elle défend un modèle obsolète, le modèle de l'agriculture industrielle, alors qu'elle vit dans un endroit exceptionnel qui est le mas de Cacharel. Mais quand elle parle des défenseurs de l'écologie comme la Tour du Valat ou la Réserve nationale, elle en parle comme si c'était des dangers pour la Camargue. Alors que les propriétaires terriens se retrouvent les adversaires des écologues, et il y a une guerre de religion actuellement entre les propriétaires et les défenseurs de la naturalité. Et nous serions des propriétaires défenseurs de la naturalité, à travers l'exemple de l'ORE. Je trouve que c'est une opportunité brillantissime. Merci.
Alors effectivement, c'est l'occasion de rappeler que le 9 juin se jouent des élections où il va falloir peut-être effectivement rappeler aussi ces valeurs-là, puisque le conflit que vous soulignez, il se joue en Camargue et malheureusement, les enjeux pour la biosphère sont encore au-dessus de tout ça. Non, mais je voulais poser les questions à Audrey et Jérôme. Donc, où vous en êtes va nous dire un peu. Moi, je trouve ça très émouvant puisque vous êtes venu, vous avez découvert l'ORE l'année dernière ici à Espérant, et ça vous a inspiré en fait. Et c'est notre objectif, comme le rappelle Monsieur Poujol, hein, c'est de pouvoir essaimer cette idée qui est assez merveilleuse parce qu'en fait tout le monde peut s'en emparer. Et nous, quand on est dans nos discussions, en fait, on se dit, mais ça serait formidable si, ne serait-ce par exemple d'ici, on pourrait aller de Bellegarde jusqu'à Vergès, puisqu'il y a une ORE à Vergès, qu'on pourrait avoir un ensemble d'ORE et qu'on pourrait comme ça naviguer dans des ORE où des gens ont décidé de protéger la biodiversité. Donc ça, c'est un acte d'une personne. Hein. Et à côté des grands parcs naturels, il y aurait des petits parcs de protection de la biosphère, et ça serait assez merveilleux d'avoir ça sur toute la France. Donc moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir où vous en êtes. Et puis quand même, moi je trouve ça formidable que on est venu visiter vos 3000 m² sur cette costière du côté de Vauvert. Et je suis sûr que dans quelques années, vous allez faire un truc formidable, quoi. Mais dites-nous un petit peu, mais c'est difficile parce que vous allez planter. Et l'ORE, en fait, quand on le signe, ça ne donne pas de moyens. Hein, ça ne donne pas d'argent, il ne faut pas croire. Hein. Donc ça veut dire que c'est vraiment un engagement personnel, financier. Alors c'est peut-être ça, si on fait des ORE, beaucoup d'ORE, c'est peut-être d'essayer d'aller chercher au niveau de la législation, peut-être des aides qui permettraient un soutien quand même à ceux qui en ont besoin. Moi, j'en ai pas besoin en tant que site de l'État, mais des gens comme vous, je pense que ça aurait besoin d'un soutien pour cet engagement. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de soutien. Nous, pour le moment, on cherche encore des partenaires pour pouvoir travailler avec eux. On s'est rencontrés donc avec Cyril et toi sur notre terrain pour justement développer notre projet. Et c'est vrai qu'un partenariat justement avec Cogar et l'ornithologie nous plaît beaucoup. On cherche toujours des partenaires naturalistes plus autour de la botanique. Et puis en même temps, on a commencé à travailler plus sur notre terre, c'est-à-dire que la terre en friche qu'on a, on essaye de faire de l'agroforesterie. Depuis que vous êtes venus, on a fait d'autres plantations et du coup, on essaye de voir comment ça agit par rapport à la nature. On voit des insectes ravageurs arriver, puis on les voit disparaître et en fait, il y a tout un cheminement qui se fait, qui nous permet de voir comment la nature se défend elle-même. Et puis Jérôme, qui travaille dans les espaces verts, suit en ce moment beaucoup de formations sur assez écologiques et ça nous permet justement de rencontrer d'autres personnes, d'autres acteurs qui ont un peu les mêmes combats, puisque on veut parler aussi de combat quand on parle de nature face à tout ce qu'on voit autour de nous actuellement. Mais du coup, ça nous permet de développer notre projet de cette manière-là. On n'a pas encore trouvé tous les acteurs qui pourraient travailler avec nous sur ce projet. On essaye encore de voir le cheminement pour que chacun y trouve aussi son compte et qu'il y ait vraiment un partage justement sur cette terre-là, qu'on puisse développer des choses avec d'autres personnes et qu'il y ait un partage avec d'autres publics aussi qui puissent être intéressés ou qu'on peut intéresser, comme quand on fait ce type de rencontre pour permettre à d'autres personnes d'être aussi acteurs, même sur comme on dit, un petit potager, un petit bout de terre ou même un grenier avec des chauves-souris et des choses toutes simples qui peuvent permettre de protéger un peu le monde dans lequel on vit, dont on fait aussi partie, et ça, on l'a un peu oublié. Et c'est vrai que, de par mon métier, comme disait Audrey, j'ai l'occasion de faire pas mal de formations ces derniers temps sur les pratiques naturalistes. Notamment, j'en ai fait une dernièrement, la semaine dernière, les pratiques naturalistes pour préserver la biodiversité. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des naturalistes, des écologues, des personnes qui sont vraiment engagées, qui ont un métier dedans, qui nous font comprendre des choses. Et c'est vrai que de par toutes ces formations,
dans notre terre, on essaye d'appliquer ces choses-là pour que, en ayant le moins d'impact possible, toute la biodiversité qui a disparu de par l'activité humaine, de par les incendies, tout ça, puisse revenir. Et c'est vrai que de trouver des partenaires et des co-contractants, parce que c'est ça en fin de compte qu'on recherche, qui soient dans la même optique et qui puissent avoir un intérêt pour eux d'études, que ce soit concernant la botanique ou tout ce qui est insectes et des choses comme ça basiques qu'on n'a pas l'habitude de regarder véritablement, le fait de les voir fonctionner et de se dire plutôt que quand on voit un puceron sur une plante, on va la laisser se faire et on va voir que les insectes ne vont pas eux-mêmes disparaître parce qu'il y aura des prédateurs qui vont venir par eux-mêmes, c'est une façon de voir différemment la terre, de voir différemment une culture, parce que l'agroforesterie, c'est allier une culture spécifique, entre guillemets, avec un espace boisé, et c'est de voir que tout se fait automatiquement, tout l'équilibre se fait par lui-même. Donc c'est vraiment de trouver des équipes qui puissent nous aider dans cette optique-là, mais aussi de la prolonger. Et par mes formations, je parle beaucoup de l'ORE. Et comme dans ces formations, ce sont souvent des personnes intéressées qui viennent à ces genres de formations, ils me posent beaucoup de questions et je leur dis, l'idée, c'est d'aller chercher par vous-même aussi des naturalistes pour vous aider au maximum. Il faut savoir que les collectivités, comme les mairies et les communautés de communes, sont très peu intéressées par ce genre d'approche. En tout cas dans les petites collectivités, et c'est très compliqué de trouver des co-contractants pour faire ça. Madame Poujol, je crois que vous aviez un exemple que vous vouliez partager avec nous. Oui, alors au niveau des aides quand même, parce qu'effectivement l'ORE, il n'y en a pas, mais nous en tant qu'agriculteurs, nous avons des aides sous la forme des aides à l'agroforesterie qui sont faites par la région et qui sont très importantes. On a déjà planté à peu près 400 ou 500 arbres, c'est ça Bernard ? Peut-être plus, et ça c'est payé, il n'y a pas de souci, on est très très aidé par la région. Il y a un dossier qui est complètement très simple à faire. Quand c'est planté, vous envoyez des photos et on vous recevez votre virement. Donc c'est vraiment pas grand chose à faire. Si on veut le faire, on peut le faire. Deuxièmement, je pense qu'effectivement ce que vous dites est vrai, il faut absolument informer, puisque nous les premiers, on l'a appris par la télévision, sinon on ne sait même pas que ça existe. J'en ai parlé lors d'un apéritif à mes voisins au château de la Motte, qui sont des Parisiens, qui ont acheté le château une quinzaine d'hectares, peut-être une dizaine d'hectares, et qui ont dit tout de suite, mais on ne peut pas se mettre avec toi. Donc voilà. Et alors là, ce que j'essaie de faire avec Bernard, c'est que nous allons être expropriés, mais expropriés depuis Saint-Gilles jusqu'à, nous sommes la dernière expropriation faite par le CIMADREM pour déplacer la digue. Pour nous, c'est 8 hectares. Mais si on part de Saint-Gilles au Mas-Neuf de la Motte, c'est plusieurs dizaines d'hectares. 54 km de bord de ripisylve, donc voilà, 25 mètres de large, 54 km de bord de Rhône qui vont être... Qui deviennent donc une zone naturelle, du coup, c'est ça ? Zone naturelle qui appartient au CIMADREM. D'accord, mais qui rentre dans un domaine, qui devient donc une zone... Domaine d'État. Oui, mais protégée. Protégée. Mais l'idée, une seconde Bernard, l'idée c'est que le CIMADREM que j'ai rencontré à l'occasion justement de ces expropriations, je leur ai dit, je veux faire une ORE. Ah, c'est bien, mais nous pouvons être porteurs de projets, ça c'est bien. Et alors on n'en a pas fait une seule. Pourquoi ? Parce que personne ne l'a demandé. Alors comme j'ai un peu de culot, j'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas une ORE sur la totalité ? Oui, tout à fait, ce serait intéressant de leur dire, sur ces 54 km, c'est quand même énorme. C'est pas rien. Oui, donc non seulement protégés, ou alors protégés d'une manière ou d'une autre, avec une ORE ou autre chose, mais ça serait super intéressant de leur poser la question. Voilà, donc c'est un peu l'œuf de Colomb. Ils ont découvert tout à coup que peut-être ils pouvaient être eux-mêmes concernés et acteurs. Et de l'autre côté, je pense que l'exemple est bon. Parce que nous, on n'aura que 40 hectares, mais si on ajoute les borderonnes du CIMADREM, alors à ce moment-là, on peut faire boule de neige. C'est ça que je veux. Mais bon, je vous l'avais dit hier, c'est que de l'ordre du projet. Maintenant, il faut y arriver au bout. Comme vous avez dit, c'est long. De toute façon, vous êtes engagé sur la durée, donc ce n'est pas le temps qui vous impressionne. Et dans le cadre de... Ah, je vois qu'on a des personnes qui veulent prendre la parole. Je vous laisse vous présenter.
que je vais vous dire est très complémentaire à ce que j'ai entendu. Moi, j'ai appris l'ORE il y a maintenant 2 ans, lors d'une rencontre qui avait lieu à Vergès. Je suis venu l'année dernière. Je viens de Vergès, pas propriétaire, mais je suis inquiet sur l'évolution de l'écosystème vergésois, où il va y avoir beaucoup de travaux qui vont démarrer dès cette année, de déconstruction, reconstruction de la digue du Rhôny, ce qui veut dire, au niveau de la biodiversité, une menace très importante. Alors, on était ravis de savoir qu'il y avait à Vergès, avec Perrier, une ORE, mais cette ORE Perrier, elle est limitée à Perrier-Nestlé. C'est pour une défense de la nappe phréatique, etc. Il n'y a pas une prise en compte de l'écosystème global de ce territoire. Or, pour moi, un cours d'eau comme le Rhôny fait partie de l'écosystème du lieu. Et il serait vraiment capital que l'expérience qui a lieu à Espérant comme à Perrier serve à faire regrouper les militants habitants qui s'inquiètent sur l'évolution de cette nature et cette biodiversité. Donc, je voulais vraiment insister sur l'importance de ne pas en rester au stade du propriétaire. Heureusement, il le fait, prévoit le devenir de sa priorité. Je m'interroge sur la porosité de l'ORE. En quoi l'ORE est source d'amélioration d'un écosystème local et en responsabilisant effectivement les collectivités. J'ai entendu votre remarque sur la position de la collectivité ou de l'intercommunalité. Effectivement, on ne nous parle jamais à Vergès de l'ORE de Perrier, alors qu'il faudrait que ce soit remis dans son contexte d'ensemble. J'ai créé une association qui s'appelle Défense et valorisation des bords du Rhôny sur Vergès. 1 an après, il s'est créé une association un peu identique à Codognan, puisque cette digue, elle fait 3 km, elle dessert l'ensemble de Vergès et de Codognan. Le constat que je peux vous faire quand même, c'est que les habitants qui étaient inquiets sur le devenir de ce paysage et de biodiversité, devant l'absence de communication des maîtres d'ouvrage, ont du mal à suivre. La vie associative, elle est très fragile. Ce n'est pas parce qu'il y a des associations écologiques qu'il y a une capacité de réaction. On a fait appel au COGAR, j'ai fait appel à des structures et on me répond toujours, oui mais très bien, mais si on intervient, il faut quand même une rémunération. Ça veut dire que les habitants sont très dépourvus pour intervenir face à la non-communication des collectivités. Alors, malgré tout, le maître d'ouvrage, qui est l'intercommunalité Rhôny-Vistre-Vidourle, se dit intéressé par l'existence d'associations, mais ça ne suffit pas. Donc, je suis ravi de savoir que sur Beauvert, il y a cette volonté de travailler en réseau. Ce qui serait vraiment important, c'est qu'on s'interroge sur en quoi l'ORE permet de passer de l'intérêt du propriétaire à la porosité sur l'environnement existant. J'insiste sur le fait de vraiment avoir une attitude militante sur les cours d'eau existants qui sont menacés. Alors, les cours d'eau, les ripisylves, je ne sais pas si déjà sur notre agora, quelqu'un veut répondre, peut réagir. Oui, c'est très intéressant. Enfin, effectivement, il faut multiplier les ORE et comme chacun peut se donner un objectif, on pourrait très bien promouvoir la protection des cours d'eau et abords, mais il faut essaimer. C'est d'où notre présence et faire connaître. Après, ça peut être aussi faire des regroupements de voisins. Vous êtes en train de le faire. Moi, je sais que mes voisins aussi commencent à être intéressés parce qu'au début, ils ne l'étaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était. Et là, de voir que moi, je suis allé dedans, ça rassure et ainsi de suite. Mais il y a vraiment un travail d'essaimage et qu'on essaye de faire. Oui, chez toi, en fait, je réagis parce qu'il peut y avoir des convergences de lutte, si on peut dire, parce que au-dessus de ta propriété, je crois qu'il va y avoir quelque chose d'un peu bizarre qui va arriver, peut-être, mais explique-nous un petit peu ce qui va se passer chez toi. Moi, au-dessus de chez moi, j'ai un projet de ligne THT qui est le raccordement Jonquière-Fosse avec du 400 000 volts.
Donc toute la destruction qu'il peut y avoir par les pylônes, les lignes, les phénomènes électromagnétiques. Donc l'ORE met la pression quand même à RTE parce qu'ils sont obligés de le prendre en compte. Il y a un ORE qui est là, il y a des espèces protégées, ils ne peuvent pas dire ça n'existe pas. C'est pas ce qui va faire capoter un projet, mais ils sont obligés de le prendre en compte. J'essaye de proposer à mes voisins de vite signer des ORE aussi pour dire attention, là il y a beaucoup d'espèces. Alors une ORE quand même, pour que là ça ait du sens, il faut quand même aussi qu'on justifie parce qu'il y a des espèces, des habitats. C'est vraiment ce travail-là. Mais c'est toute la puissance de l'outil, c'est que ça vient d'en bas vers le haut et pas l'inverse. Excusez-moi, vendredi soir, il y avait une conférence de Gilles Boeuf au pavillon de la culture et il y avait une dame à la fin qui a, dans le cadre de d'Acte, il y a une dame à la fin qui a posé la question, enfin qui a montré son désarroi par rapport. Elle, son problème, c'était les canons qu'on envoie. Vous savez, on entend souvent des bombes qu'on envoie pour empêcher la grêle. Enfin, c'est des choses en fait qui sont assez polluantes. Enfin, je sais pas, je n'ai pas bien compris la chose. Je sais que on entend ces bombes. Elle disait en fait que c'était très compliqué, que c'était très embêtant pour les gens. Et elle avait essayé avec un collectif de porter plainte, d'essayer de comprendre à quoi ça servait et pourquoi on le faisait, et tout ça. Et en fait, tout le monde lui disait, mais enfin non, personne ne voulait répondre en fait. Et elle se disait, mais comment faire? Elle posait la question à Gilles Boeuf. Et en fait, Gilles Boeuf a très bien dit, il dit, oui, on sait que des fois on est démunis, mais ce qu'il faut, c'est trouver des solutions, se mettre en collectif pour pouvoir se battre en fait et poser les questions et obtenir les réponses quand l'administration ou les institutions ne veulent pas répondre. Et donc l'ORE, ça peut être une forme de lutte en fait, on utilise son pouvoir parce qu'on est propriétaire du lieu, donc on utilise cette propriété pour en faire un élément de lutte en fait, pour dire la biodiversité c'est important. Comment faire pour qu'il n'y ait pas que ces contradictions devant lesquelles on est puissent en tout cas être mises sur la table pour qu'on puisse discuter et devoir trouver d'autres solutions quand il faut en trouver. Mais là, avec le témoignage de Cyril, j'ai l'impression que l'ORE, c'est même un peu un porte-voix. C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, vous avez tous une voix, mais en étant propriétaire, ayant signé une ORE, et si plus est, a en plus des données environnementales qui viennent justifier, alors là, la voix, elle devient d'autant plus audible. Et elle s'impose d'autant plus quand il y a un projet, des choses comme ça. Vous vouliez intervenir ? Je me présente, Christian Varlet, donc anciennement biologiste, retraité. Je voudrais rembobiner le film un petit peu pour revenir sur les questions soulevées justement par rapport au mitage des ORE qui pourraient se disséminer sur le territoire. Et il y aura toujours des lacunes. Mais pourquoi ? Parce qu'il me semble que si on pose des problèmes en termes de renaturation, il faut s'affranchir des frontières au-delà des ORE. Les espèces végétales que le château d'Espérant, végétales et animales que le château d'Espérant accueille, c'est quand même des espèces qui viennent d'Afrique, qui viennent se reproduire ici. Donc il faut poser les problèmes à une autre échelle. Autrement dit, les ORE, c'est très bien, mais encore faut-il, puisque la question elle est posée de la mise en réseau de ces ORE, moi je poserais la question au niveau biologique, justement de poser la question des trames vertes, des trames noires entre ces différentes ORE et qu'on pose enfin le problème sur un territoire. Tu as raison, c'est vrai qu'une ORE, un oiseau, il n'a pas de propriété en fait. Mais comment on fait pour agir en fait? Quels sont les outils? L'outil qu'on a, moi je ne suis pas propriétaire de ce lieu évidemment, mais je suis responsable de ce lieu et je me demande comment je peux faire quelque chose sur ce lieu. Je fais cette ORE. Évidemment, si mon voisin immédiat fait une ORE, c'est formidable parce que c'est comme ça qu'on va constituer des trames où les oiseaux vont pouvoir circuler sur un territoire qui n'est... Oui, mais c'est ça, l'objectif ce serait ça en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir créer... Et je crois que ça passe aussi par des reconnaissances. Alors, je parle sous le couvert, mais il me semble que, par exemple, l'Office français de la biodiversité reconnaît dans sa stratégie biodiversité les ORE. Certes, pour les encourager, mais l'idée, c'est de cranter le niveau supérieur et de se dire, non seulement il faut les reconnaître, mais il faut les reconnaître aussi pour la valeur environnementale que ces espaces peuvent représenter. Je
je vais pousser le bouchon un peu plus loin parce qu'à mon avis, la question, vous l'aviez évoqué avec les élections, la question est politique. Il faut effectivement penser la question au niveau du territoire. Et donc, le rapport, la question qui me paraît posée, c'est public et privé. Le château d'Espérance, c'est intéressant parce que c'est le public, c'est l'État qui est derrière. Mais vous parlez de l'Office français de la biodiversité. Je pense à un exemple précis, c'est que le travail qu'a fait l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, sur l'implantation des éoliennes en mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône, a donné un avis négatif sur l'implantation, non pas sur les éoliennes, mais sur l'implantation, parce qu'elle se trouve sur un couloir de migration. Et donc, quand on n'entend pas au niveau des politiques, parce que j'associe non seulement l'État, mais aussi la région PACA, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ils ont soutenu ce projet au mépris de la biodiversité. Donc, et c'était une des questions d'ailleurs qui a été évoquée d'une manière tout à fait pertinente par Gilles Boeuf vendredi soir, c'est la question du politique. Alors, Monsieur Poujol veut réagir. Vous vous sentez prêt là? Attention, hein, on crante, hein, là, nous aussi. On rentre dans le domaine, là, clairement politique. Pour répondre à ce monsieur, c'est vrai que l'action politique est nécessaire et même obligatoire. Et pour cela, on a des moyens. Et justement, le rôle de la réserve de biosphère, dont nous avons l'expression ici, peut être un levier important. Pourquoi? Parce que la réserve de biosphère est animée par deux structures publiques, le parc régional d'un côté, le Scamandre de l'autre. Ces deux structures ont leur mot à dire dans, par exemple, la politique agricole commune. Or, si dans une réserve de biosphère comme la réserve de biosphère de Camargue, il y a essaimé un peu à droite à gauche plusieurs ORE chez des propriétaires particuliers, privés, ou un projet comme le Cimadrem sur les ripisylves du Cimadrem. Ça, c'est une base. Et à ce moment-là, les organismes gestionnaires qui ont leur mot à dire dans la construction de la PAC locale pourraient très bien imaginer, proposer aux syndicats agricoles des mesures agro-environnementales spécifiques pour les ORE, qui permettraient, par le biais de la PAC, de financer des initiatives privées. Et là, le public serait une force de frappe pour encourager le particulier à s'engager dans la préservation du territoire chez lui. Et là vraiment, le rôle des organismes gestionnaires tels que le parc régional et le Scamandre auraient leur pleine mission. Or, ils sont sous la houlette des politiques. Madame Claudius Petit, présidente du parc régional de Camargue, est une élue de la région, PACA. Monsieur Crost, président du syndicat mixte à Camargue-Ardoise, est maire du Gros-du-Roi. Donc on a des outils politiques et nos initiatives privées, que ce soit le Château d'Espérance, que ce soit Cyril, c'est Cyril, hein, que ce soit les jeunes gens à côté de moi, ou que ce soit la famille Poujol, nos initiatives privées seraient comme le ferment dans la pâte ou le grain dans la terre semée. Et puis les politiques pourraient mettre en œuvre de réelles orientations. Et au sein de la réserve de biosphère, on aurait un véritable outil de communication et un véritable outil de création avec les organismes gestionnaires. Ça, c'est de la politique. De la politique positive. Positive, super important en ce moment. Moi, je voulais revenir aussi là-dessus pour deux exemples. De par ma formation, les formations que j'ai fait dernièrement, on a visité une commune, Grabel, à côté de Montpellier, qui est vraiment en avance sur beaucoup de communes concernant la biodiversité. Ils ont créé des trames bleues, des trames vertes, des trames noires. Il y a vraiment une multitude d'insectes, d'animaux. Ils ont fait l'ABC de leur commune. L'ABC, c'est connaître toutes les espèces qu'ils ont dans un lieu donné. Sur 3 ans, ils ont fait cette étude-là. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit une volonté personnelle des politiques. Alors, on dit politique, mais en fait, il faut que ce soit une volonté de la personne. S'il n'y a pas d'intérêt économique, la plupart du temps, ça passe à côté. Donc, la problématique, elle est entière. Et on l'a vu l'année dernière, on a fait une réunion d'information sur la gestion des forêts aux alentours de Vauvert. On y allait parce qu'étant propriétaire d'un bois, on y allait. Et en fin de compte, c'était juste pour que la commune se réapproprie des bois
centré sur le centre de la commune de Vauvert. Quand je leur ai posé la question, oui, mais les bois qui ont été brûlés il y a 6 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, c'est pas dans le projet. Voilà. Donc en fait, la problématique, c'est est-ce que les politiques, entre guillemets, les personnes qui sont élues, parce qu'on dit politique, mais ce sont les élus, est-ce qu'ils ont cette volonté-là? C'est là la grande question. Et je pense que c'est d'en parler autour de nous à des personnes, à beaucoup de personnes, et donc se rassembler, comme disait Gilles Boeuf, et se rassembler pour créer une dynamique commune, c'est la seule solution. Sinon, personnellement, venir chacun individuellement à la mairie pour venir parler de ça, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je voudrais rebondir sur ce que Jérôme a dit sur la réunion des forêts qui a eu lieu l'année dernière à Vauvert. En effet, ce que les politiques souhaitaient, c'est qu'on protège avant tout les habitations qui étaient en abord des forêts des incendies. Et en fait, il n'y avait aucun intérêt à protéger les forêts, alors que c'était le titre de la réunion. Et quand on leur a demandé, oui, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour les forêts ? Ils sont restés sans voix et on n'a eu aucune réponse à ce sujet-là. Et quand ils cherchent justement à recréer un bois, c'est juste dans l'idée de créer un parc de plaisance, quoi, de loisirs. Donc, quand on est face à des gens qui n'ont aucun intérêt vis-à-vis de la nature, c'est vrai que c'est très, très compliqué d'interagir. Et quand on veut faire justement, quand on essaye d'essaimer des petites ORE un peu de partout, ben, peut-être que si chacun peut à sa façon faire quelque chose, hein, nous, on a vraiment une toute petite terre au final, ben, peut-être qu'on peut donner envie à d'autres aussi de le faire. Alors nous, on sait que nos voisins autour de notre terrain, ils feront rien parce que c'est des gens qui sont pas du tout dans cette optique-là, mais on se dit que ben, peut-être ça peut donner envie à d'autres qui sont peut-être un peu plus loin et créer comme ça une petite fourmilière qui peut faire son chemin au fur et à mesure. Nous, on n'est pas loin aussi de la société Canouane, qui est une société minière de sel. On a très peur pour les terres qui sont aux alentours dans le vallon de Valioguès et Touval-Yarnod, parce que justement, la société, elle se déploie énormément. Autant l'année dernière, on voyait encore le ciel la nuit et les étoiles, puisqu'on était encore dans une zone un peu d'ombre. Autant aujourd'hui, on voit juste le phare de la Garoupe au loin. On le voit depuis la mer. Et voilà, il y a des inquiétudes parce que la collectivité soutient aussi les grosses entreprises parce que ça a un apport financier pour eux. Et nous, à côté, on essaye justement de dire non, peut-être que ça a un impact aussi sur la biodiversité quand on essaye justement de la protéger aussi. Donc l'ORE, finalement, on est conscient, c'est que des petites terres, des petits confettis, mais c'est la force du nombre. L'intérêt d'être ici tous ensemble, vous étiez là aussi hier, c'est de montrer qu'on n'est pas isolé et que finalement, il n'y a pas de petite initiative, il n'y a que des actions. Et que c'est bien la somme de ces actions qui, à un moment donné, peut faire prendre conscience à un élu, s'il ne prend pas conscience tout seul, de l'importance et de l'intérêt de la biodiversité, de l'environnement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui veulent prendre la parole avec les quelques minutes qui nous restent, mais moi, j'ai bien envie de vous donner le micro. Monsieur. Oui, bonjour, Michel Gabache, Saint-Dionaisie. Voilà, j'ai pas suivi toute la présentation parce que je m'occupe du stand de volaille à côté là, du club avicole gardois. Et oui, on les entend. Puis après, j'ai eu un incident, une cage qui est tombée, je suis parti. Enfin, voilà. Alors, au niveau de Saint-Dionaisie, en 2018, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif pour acheter du foncier, pour installer des jeunes agriculteurs qui n'avaient pas de foncier. Et on a fait un cahier de charges où on demandait des mesures environnementales sur les terres qui seraient cultivées par ces porteurs de projets. Bon, on a demandé de la bio, enfin voilà, certaines. Et là, j'apprends l'existence de l'ORE que je ne connaissais pas. Et pourtant, on lit des trucs, mais on ne voit pas tout. Hein. Et je pense que c'est peut-être intéressant pour nous de faire cette démarche. On est propriétaire, la SIC, de 8 hectares. Et que ce serait une façon de pérenniser un peu ce qu'on a commencé. Parce que la SIC, elle a une durée limitée de 25 ans. Elle a déjà 7 ans d'existence, voilà, 6 ans. Et voilà, et j'apprends ça.
Alors après, quand je vous entends parler du pouvoir des politiques, c'est vrai que c'est important. Mais quand je vois que suite aux manifestations qui ont eu lieu en début d'année, on a dégraissé un peu certaines choses, je ne suis pas optimiste toujours, quoi, disons. Quoi. Et c'est vrai que c'est important de bien voter aux européennes. Quoi, voilà. Voilà, merci. Merci. Alors du coup, vous, peut-être un projet d'ORE qui naît là, devant nous. Regardez la magie du mouvement ORE. Oui, on l'encourage. Et alors imaginez si tous ici présents, on se dit, allez, petit engagement, j'en parle à 10 personnes. Non mais sérieux, on se compte et on multiplie par 10. C'est pas ça la force du collectif? Ces petites fourmis là, tout ensemble, bien en rang là, on se donne des petits objectifs qu'on peut faire et c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à toucher. Et si sur les 10, il y en a un qui signe une ORE, ma foi, on a tout gagné, non, Henri-Luc? Mais c'est tout à fait ça. Hein. Il faut s'engager, parler des ORE et d'autres, évidemment, d'autres dispositifs. Hein. L'important, c'est de protéger la biodiversité et l'environnement. C'est fondamental pour nous tous. On va bientôt arrêter. Simplement une suggestion. Moi, j'aimerais bien que l'on échange pour voir comment se rencontrer à nouveau. Et puis, puisqu'on parlait de responsabilité politique, n'oubliez pas que la première fragilité, c'est la difficulté de participation citoyenne actuellement. La vie associative, elle est relativement faible, à part les associations qui ont des moyens, etc. L'écho auprès des habitants est très faible. Donc, une des propositions que je fais, c'est qu'on parle beaucoup de tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est où se construit des analyses en commun sur des sites, sur des enjeux de territoire. Ça serait intéressant de croiser la démarche ORE avec une démarche d'aide à la participation, à l'implication. Je pense qu'un tiers-lieu mobile, des tiers-lieux mobiles pourraient se faire en essaimant sur Vauvert, sur ici. Alors, à Vergès, on vous attend, puisque pendant 4 ans, la digue de 3 km va être en travaux, avec des menaces constantes, alors qu'il faudrait actualiser l'inventaire qui a été fait par les entreprises. Lors de cet inventaire, ils nous disent oh, il n'y a pas beaucoup de menaces, vous n'avez pas beaucoup d'espèces préservées. Ça fait rire parce qu'on a des chauves-souris, on a des... Là-dessus, il n'y a pas de dialogue citoyen sur ça. Donc, essayons de mettre en réseau les outils d'implication participative, comme l'ORE, comme les tiers-lieux, avec les ORE. C'est une suggestion, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Mais prenons contact pour tenter de réaliser cette dynamique citoyenne. Merci. Voilà. On prend le temps d'applaudir, on encourage, c'est important, on est là pour se donner de la bonne énergie parce qu'on a du boulot derrière. Un petit point. Je voulais que vous preniez conscience que Michel Gabache, tu es plus maire maintenant, hein non. Mais c'est un maire comme on en rêve. C'est un bien homme, ce type. Il a fait, en plus d'avoir sanctuarisé cette parcelle pour installer des jeunes agriculteurs, ils ont créé à Saint-Dionysie, c'est un petit patelin de rien du tout, Saint-Dionysie, un magnifique magasin de producteurs bio, magnifique, hein, dont nous avons participé avant que nous prenions la retraite. Avec Cathy, on portait notre riz là-bas. C'est un exemple d'élus constructifs qui construisent l'avenir. Et en ce sens, Michel, tu mérites toute l'admiration de cette assemblée, franchement. Merci beaucoup. Est-ce que je propose à Henri-Luc le mot de la fin? Non, mais je vous donne simplement rendez-vous l'année prochaine pour qu'on fasse le point de l'ORE du Château d'Espérance, de nos avancées, parce que tous les ans, on avance à grands pas. Et rendez-vous avec nos amis là pour voir où vous en êtes. Et peut-être qu'on aura comme ça de plus en plus de partenaires. Monsieur le maire, vous serez peut-être présent avec nous. Voilà, donc, imaginez l'an prochain, on est plus nombreux de ce côté-ci que de celui-là. Ce serait pas mal. Donc à l'année prochaine. Merci. Merci à vous.